Situé en Afrique de l'Ouest, à cheval entre le Sahara et le Sahel, le Niger est un pays enclavé. Au carrefour du Maghreb et de l'Afrique tropicale, il est entouré de nombreux voisins, l'Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Mali et le Burkina Faso à l'ouest. Comme ses voisins, le Niger doit faire face depuis 15 ans à la menace grandissante des groupes terroristes implantés au Sahel. À sa frontière sud-est, les groupes Boko Haram occupent le pourtour du lac Tchad, essentiellement au Nigeria. Au sud-ouest, dans la région, on l'a vu, des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, opèrent à la fois des djihadistes se réclamant d'Al-Qaïda et des terroristes affiliés à l'État islamique. Ces derniers sont désormais également présents au Bénin, dans la région du parc du W notamment. Auteurs des nombreuses attaques que vous voyez sur la carte, ces groupes armés ne sont pas visiblement implantés au Niger. Par conséquent, le pays apparaît désormais comme un pôle de relative stabilité dans une région, on l'a dit, marquée par les violences. Sur le plan politique également, le Niger semble à ce jour plus stable que ses voisins. On compte en effet déjà 2 coups d'État militaires au Mali en 2020 et 2021, puis au Burkina Faso 2 coups d'État en 2022. Au Niger, à l'inverse, le président Mamadou Issoufou est resté au pouvoir de 2011 à 2021 et l'élection de son bras droit Mohamed Bazoum en 2021 a permis d'assurer la continuité et la légitimité du pouvoir. Conséquence, le Niger est devenu un pilier de la guerre contre le terrorisme menée notamment par la France dans la région depuis son intervention au Mali en 2013. Chassés du Mali, qui leur a préféré les mercenaires russes du groupe Wagner en 2022, les militaires français de la force d'intervention Barkhane et leurs alliés européens ont rejoint leur base au Tchad, à N'Djamena, et au Niger, à Niamey. La base aérienne de la capitale nigérienne est à moins de 400 km à vol d'oiseau de Gao, principal point d'appui français dans le nord malien entre 2013 et 2022. Elle est aussi à proximité de la région des Trois Frontières, épicentre des foyers d'insurrection djihadistes, on l'a vu. Des détachements français viennent compléter ce dispositif à Oualam et à Aguelal, qui est plus particulièrement chargé de surveiller les mines d'uranium exploitées par des filiales du groupe français Orano. Ces forces ont aussi pour mission d'assurer la sécurité des 1500 expatriés qui vivent au Niger. Les Américains ont eux aussi une importante présence militaire à Niamey et surtout à Agadez, où une nouvelle base aérienne de l'US Air Force a été construite à grands frais. Le pouvoir nigérien a de plus joué la carte de la coopération avec les Européens en matière d'émigration. La route migratoire principale entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée passe en effet par le nord du pays via Agadez et Dirkou. Par ailleurs, depuis 2015, l'Union européenne externalise le contrôle de ses frontières. Ainsi, en contrepartie d'importants financements européens, le Niger doit refouler de plus en plus souvent les candidats à l'exil qui tentent de traverser son territoire pour gagner la Libye, puis l'Italie. Quant à la route nord-ouest, elle est désormais en partie fermée par un gigantesque mur de sable construit par l'armée algérienne tout le long des frontières. Le désert nigérien, autrefois riche voie d'échange entre sud et nord du Sahara, est ainsi devenu en partie un cul-de-sac. Entre le Sahel et l'Afrique subtropicale, les relations culturelles et économiques remontent pourtant au Moyen Âge. L'actuel Niger se trouve alors sur la route des caravanes qui relient les empires subsahariens, l'empire du Mali au XIIIe-XIVe siècle notamment, au Maghreb et au Moyen-Orient, pour échanger l'or et les esclaves contre le sel, les dattes, les armes et les tissus. Grand comme 2,5 fois celui de la France, le territoire nigérien est de plus en plus aride en allant du sud, arrosé de pluie en été, au nord, carrément désertique. La ligne des 200 mm annuels de pluie trace une frontière mouvante selon les années. Le sud sahélien, avec la capitale, Niamey, située sur le fleuve Niger, et les grandes villes de Maradi et Zinder, est plus densément peuplé, en majorité par les cultivateurs de mil, notamment les Haoussa, l'ethnie majoritaire au Niger. Le nord désertique accueille des pasteurs et commerçants, essentiellement Touaregs et Toubous, d'anciens nomades aujourd'hui de plus en plus sédentarisés. La ville d'Agadez est un important carrefour d'échanges et de trafic en tout genre.
Pourtant, les populations du nord et du sud se mélangent depuis longtemps et le régime clientéliste de Niamey assure un partage du pouvoir et des ressources. Les Touaregs en particulier ont été mieux intégrés à l'État central au Niger que dans les pays voisins. Ancienne colonie française devenue indépendante en 1960, le Niger, on l'a dit, est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. La moitié des 25 millions de Nigériens vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, avec l'équivalent de moins de 2 euros par jour. Musulmane à 99%, la population vit pour son immense majorité en zone rurale et comme partout au Sahel, la pression foncière engendre des conflits pour la terre entre pasteurs et cultivateurs. Le Niger, c'est aussi le pays le plus jeune de la planète. Un Nigérien sur 2 a moins de 15 ans. Avec un taux de fécondité autour de 7 enfants par femme, l'un des plus élevés au monde, le pays doit en effet faire face à un immense défi démographique. La scolarisation des filles est un enjeu crucial pour limiter les mariages précoces, alors qu'à peine 2/3 des petites Nigériennes vont à l'école. Un ambitieux programme de construction d'écoles en dur a été lancé pour remplacer les paillotes qui abritent la plupart des classes dans les villages. L'éducation représente 21% des dépenses publiques, nettement au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Autre handicap, le manque d'infrastructures de transport dans un pays sans accès à la mer. Le Niger est l'un des rares pays d'Afrique à ne pas avoir de ligne de chemin de fer. Ainsi, le projet de boucle ferroviaire Abidjan-Niamey-Cotonou du groupe français Bolloré n'a jamais été finalisé. Le bitumage des routes a cependant progressé et l'aéroport de Niamey a été refait à neuf. Pourtant, le Niger est un pays riche en ressources, uranium et pétrole notamment. Mais cette rente est exploitée par des multinationales. Commençons par l'uranium. Découverte dans la région d'Arlit, tout au nord à la fin des années 60, plusieurs mines ont été depuis exploitées par le géant français du nucléaire, Areva, rebaptisé Orano. L'une d'elles, gérée par la Cominac, est aujourd'hui épuisée. Une autre à Imouraren a été gelée. Enfin, la mine d'Azélik, exploitée par la compagnie nationale nucléaire chinoise depuis 2011, est elle aussi en sommeil. Mais la demande mondiale d'uranium, qui s'était ralentie après l'accident nucléaire de Fukushima, repart avec la crise mondiale de l'énergie. Des sociétés canadiennes se sont désormais implantées à Dassa et Madawela. Le Niger fournit environ un tiers du combustible aux centrales nucléaires françaises. Mais les Nigériens, eux, manquent souvent d'électricité et doivent en acheter au Nigeria voisin, malgré la construction prévue de centrales électriques et d'un barrage hydroélectrique. Le pétrole, lui, a été découvert dans la région d'Agadem en 2011 et il est exploité par la compagnie d'État chinoise. La Chine est en effet devenue un partenaire diplomatique et économique de premier plan au Niger. Un oléoduc relie ce gisement d'Agadem à la raffinerie de Zinder, tandis que le plus long oléoduc d'Afrique est en construction sur 2000 km pour exporter le brut par le port béninois de Semek-Podji. D'autres gisements prometteurs ont été découverts plus récemment à Kafra, près de la frontière avec l'Algérie, par la Société nationale des hydrocarbures algérienne. La production de pétrole devrait être multipliée par 5 dans les années à venir. Enfin, depuis 2014, le Niger connaît un nouveau phénomène, une ruée vers l'or sans précédent dans le désert, au nord. Vous voyez à présent sur la carte les principaux filons exploités. On estime qu'aujourd'hui, 800 000 personnes vivent de l'orpaillage. En fournissant un revenu à de nombreux habitants, ce précieux minerai a joué un rôle fondamental de soupape économique et participé à la stabilité du pays. Mais jusqu'à quand ? Voilà. Voici la Russie, le plus vaste territoire du monde, plus de 17 millions de kilomètres carrés, d'immenses ressources en hydrocarbures, une population éduquée mais vieillissante de seulement 146 millions d'habitants en 2020, une dictature mafieuse et clanique, mais aussi une grande puissance nucléaire, nostalgique de la perte de son empire. Et voici maintenant l'Afrique, un continent de 30,4 millions de kilomètres carrés, 54 États, une grande variété de situations politiques et de ressources, 1,350 milliard d'habitants, la population la plus jeune et la plus dynamique au monde. La moins riche aussi, 6 000 $ par an et par habitant en moyenne, c'est 6 fois moins que le pouvoir d'achat d'un Russe.
Entre la Russie et l'Afrique, les alliances géopolitiques remontent aux luttes d'indépendance contre les empires coloniaux des années 1950. L'URSS offre alors son soutien aux nouveaux militants africains qui veulent rompre avec les anciennes puissances coloniales européennes. En Afrique occidentale française, des indépendantistes bénéficient à l'époque d'aides militaires et financières de Moscou aux grandes dames de la France. Et en 1960, le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, choisit la voie d'une économie socialiste et d'une diplomatie non alignée et panafricaniste. Comme lui, d'autres dirigeants africains sont soutenus par l'URSS. Patrice Lumumba au Congo, Sékou Touré en Guinée, Kwame Nkrumah au Ghana, Nelson Mandela qui lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique devient ainsi un terrain de la guerre froide où les blocs occidentaux et communistes s'affrontent par procuration. L'URSS aide militairement les régimes communistes en Éthiopie, en Angola, au Mozambique et s'allie les faveurs de plusieurs gouvernements sympathisants. Enfin, un vaste programme universitaire permettra à 25 000 étudiants au total de se former en URSS, notamment à l'université Patrice Lumumba de Moscou. 1991, suite à l'effondrement de l'URSS, la Russie délaisse le continent africain. Mais l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 va marquer le début d'un lent réinvestissement russe. Première étape symbolique en 2006, la visite du président en Afrique du Sud et au Maroc. Aujourd'hui, le chef du Kremlin s'appuie sur les liens anciens et sur la sympathie de ces élites formées à l'époque soviétique pour leur vendre un discours anti-impérialiste et flatter leur ressentiment envers l'Occident. Les dirigeants africains ne sont pas dupes, mais voient en la Russie une nouvelle offre géopolitique qui peut servir leurs intérêts. Le grand retour de Moscou en Afrique intervient toutefois après l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, puis à l'occasion de l'intervention russe en Syrie en 2015. Mise au ban et sanctionnée par un certain nombre d'États, la Russie de Poutine trouve en Afrique un terrain pour contrecarrer ce qu'elle appelle l'Occident collectif. Sa stratégie, publique et privée, est multiforme. Militaire tout d'abord. Une large majorité d'États africains ont signé un accord de coopération avec la Russie qui comprend vente d'armes, formation et exercice. La Russie qui est devenue le numéro 1 des ventes d'armes sur le continent. Elle a fourni 44% de toutes les importations d'armes africaines entre 2017 et 2021, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Loin devant celle des États-Unis, de la Chine et de la France. La Russie a également exporté des sociétés militaires privées qui ont été plus ou moins actives dans une douzaine de pays africains. Nous y reviendrons. Sur le plan industriel ensuite, Moscou a signé de nombreux accords de coopération dans le domaine du nucléaire et des sociétés russes investissent dans les mines et les hydrocarbures. Les investissements et prêts russes restent pourtant sans commune mesure avec ceux de l'Europe ou de la Chine. Pour la plupart des gouvernements africains, la Russie est un partenaire commercial parmi d'autres. Mais la Russie est une grande puissance céréalière et certains pays africains sont très dépendants des importations de blé russe, on le voit sur cette carte. Cela permet à Moscou d'exercer des menaces de rupture d'approvisionnement alors que l'Afrique est durement touchée par les pénuries alimentaires depuis la guerre en Ukraine. Et cela permet aussi à Poutine de promettre des livraisons gratuites de céréales à des alliés africains, tout en bloquant les ports ukrainiens de la mer Noire. Pour influencer ses partenaires africains, la Russie dispose enfin d'une autre arme, son poids sur le marché des hydrocarbures. Exportatrice de pétrole et de gaz et membre de l'OPEP+, la Russie a fait pression sur l'Algérie et le Nigeria, les deux principaux producteurs africains d'hydrocarbures, pour qu'ils n'augmentent pas leurs exportations vers l'Europe, les Européens cherchant, après l'invasion de l'Ukraine, de nouveaux fournisseurs afin d'éviter les hydrocarbures russes. Parallèlement, le Kremlin mène une vaste offensive de charme diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ainsi visité de nombreux pays amis sur le continent. Et en 2019 à Sotchi, puis en 2023 à Saint-Pétersbourg, deux grands sommets Russie-Afrique ont réuni en grande pompe plus de 40 chefs d'État ou ministres africains autour du président russe. Objectif :
contourner les sanctions économiques occidentales et promouvoir un nouvel ordre international multipolaire. Mais pour cela, il faut convaincre des États africains bien divisés depuis le début de la guerre. Seul l'Érythrée a voté contre la résolution de l'ONU de mars 2022 exigeant que la Russie cesse immédiatement d'employer la force contre l'Ukraine. 17 pays, dont l'Algérie et l'Afrique du Sud, des poids lourds et alliés de vieille date, se sont, eux, prudemment abstenus. 8 pays n'ont pas participé au vote et 27 ont voté pour la résolution. Un bilan mitigé donc pour Moscou. Parallèlement, la lutte informationnelle bat son plein. Une galaxie d'influenceurs et de médias pro-russes installés par Evgeny Prigojine ont mené de nombreuses opérations de désinformation partout sur le continent, avec plus ou moins de succès. En mai 2022, une vidéo de cadavres enterrés à Gossi au nord du Mali a ainsi été relayée par les influenceurs pro-russes pour accuser l'armée française de crimes de guerre, une opération informationnelle démontée grâce à la publication de l'enregistrement d'hommes de Wagner en train d'installer les corps. Voici les pays où la société Wagner a été active à divers degrés depuis 2017. Selon un business model éprouvé, mercenaires et propagande sont mis au service des dirigeants en échange d'accès aux ressources de leur pays. D'autres pays africains auraient été concernés par les projets d'implantation de Wagner, mais la plupart n'ont pas abouti. En 2017, les premiers pas des milices Wagner sur le continent se font en Libye, où elles se battent avec les troupes du maréchal Haftar contre le gouvernement officiel de Tripoli. Elles se battent également au Soudan, aux côtés du président de l'époque, Omar el-Béchir, venu en visite à Moscou quelques mois plus tôt. La holding de Prigojine y gagne des contrats pétroliers en Libye et des mines d'or au Soudan. L'État russe y gagne des alliés contre l'Occident et un accord pour la construction d'une base militaire à Port-Soudan, un emplacement stratégique sur la mer Rouge, du moins jusqu'à la chute d'Omar el-Béchir. La même année, le rapprochement entre la Russie et la République centrafricaine permet à Wagner de s'établir à Bangui, alors que l'armée française vient de mettre fin à son opération de maintien de la paix dans ce pays en guerre civile chronique. L'entreprise Wagner s'installe au cœur du pouvoir du président Faustin Archange Touadéra. Elle exploite les diamants, l'or et les forêts et finance plusieurs médias anti-français. 2021, c'est au Mali que les Russes font leur plus grosse prise dans la guerre d'influence qui les oppose à la France. Après 2 coups d'État militaires, le nouveau pouvoir à Bamako choisit les milices Wagner pour lutter contre les groupes djihadistes sahéliens, puis renvoie les soldats français chez eux l'année suivante. Un camouflet pour Paris, dans son ancienne colonie au Sahel, d'autant que le Burkina Faso voisin souhaite prendre le même chemin. Été 2023, c'est cette fois le président du Niger qui est renversé par des militaires, lesquels exigent le départ de l'armée française. Le dernier et fragile allié des Occidentaux au Sahel est tombé. La Russie et son discours anti-impérialiste séduisent toujours une partie de l'opinion, malgré les meurtres de centaines de civils et l'emprise toujours plus grande des réseaux islamistes au Sahel. À la pointe orientale de l'Afrique, Djibouti est incontournable, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Cette situation au carrefour des mondes et des routes constitue aujourd'hui le principal atout de ce territoire de 23 000 km², soit la taille de la Lorraine. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti contrôle le détroit de Bab el-Mandeb, la porte des lamentations en arabe, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. 29 km seulement séparent Djibouti du Yémen, tout au sud de la péninsule arabique. Avec ses 370 km de côte, Djibouti est par conséquent un verrou pour entrer et sortir de la mer Rouge vers l'océan Indien, sur l'une des routes maritimes commerciales les plus fréquentées au monde. Entre l'Atlantique et les côtes chinoises et japonaises, en passant par Gibraltar, le canal de Suez puis le détroit de Malacca, 25 000 navires chargés de marchandises, soit 30% du commerce mondial, y transitent chaque année. L'une des routes des câbles sous-marins qui transportent nos données numériques emprunte également cet étroit passage. Enfin, pas moins de 6 puissances étrangères, on l'a dit, ont positionné des forces militaires dans ce port, avec pour mission de défendre des intérêts géopolitiques majeurs, on y reviendra.
Côté africain, le territoire djiboutien est bordé par l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, des pays en proie à la guerre et aux famines depuis des décennies. Depuis la fin de 2020, les pays de la Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Avec un climat aride et peu de terres cultivables, Djibouti dépend à 90% de ses importations alimentaires, venues en particulier d'Éthiopie, mais aussi du blé acheté en Ukraine et en Russie. On compte moins d'1 million d'habitants, environ autant qu'à Naples. Majoritairement musulmans, ils sont répartis entre les communautés Afar au nord et Issa au sud. Les Djiboutiens sont de grands consommateurs de feuilles de khat, une plante euphorisante importée d'Éthiopie et qui leur permet de tromper la faim. Car malgré la richesse de son port et la manne des bases militaires étrangères, estimée à 125 millions de dollars par an, l'indice de développement humain de l'ONU classe Djibouti au 166e rang sur 189 États. Alors à présent, remontons dans le temps pour comprendre la trajectoire singulière de Djibouti. Au Moyen-Âge, des sultans musulmans vassaux de l'Abyssinie, en particulier celui d'Adal de 1300 à 1530, profitent de leur position géographique afin de trafiquer les esclaves pour le compte des Arabes. Esclaves, perles, armes et autres marchandises assurent au fil des siècles la fortune et la réputation des pirates de la mer Rouge. 1884, la France plante son drapeau à Djibouti et décrète la création de la côte française des Somalies, un confetti français entre l'Érythrée, occupée par les Italiens, et le Somaliland, soumis par les Britanniques. Contre l'Italie et le Royaume-Uni, Paris joue l'alliance avec l'Éthiopie. En 1894, une ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis-Abeba, construite par les Français, voit le jour. Au XXe siècle, les puissances européennes se déchirent sur le continent, mais aussi en Afrique. Dans la Corne, en 1936, Mussolini agrandit ainsi son empire africain à l'Éthiopie. Dans le grand jeu des empires coloniaux rivaux, la France, elle, conserve à Djibouti une position clé sur la route de l'océan Indien, de Madagascar et plus loin encore de l'Indochine. La Seconde Guerre mondiale puis la décolonisation de l'Afrique dans les années 50 rebattent les cartes. Les empires commencent lentement à se dissoudre. Djibouti, toujours français, est convoité à la fois par la Somalie, qui rêve d'étendre son territoire sur une base ethno-nationaliste, mais aussi par l'Éthiopie du Négus Haïlé Sélassié, qui, elle, manque d'un accès à la mer. Et ce n'est qu'en 1977 que Djibouti déclare son indépendance et quitte officiellement le giron de la France. Les années 90 sont marquées par les violences post-coloniales dans toute la région. À Djibouti, une rébellion Afar prend les armes contre le régime dominé par les Issa, qui ont toujours été favorisés par les Français. La guerre civile s'achèvera en 1994 par la victoire du pouvoir Issa. À l'est, le Somaliland fait sécession et l'État somalien s'effondre à Mogadiscio. À l'ouest, l'Érythrée rompt avec l'Éthiopie en 1993, à la suite d'une guerre qui aura duré 30 ans et fait des centaines de milliers de victimes. Conséquence de cette guerre, Djibouti devient l'unique débouché maritime des Éthiopiens. Cette interdépendance économique entre Djibouti et Addis-Abeba perdure encore aujourd'hui. Ismaïl Omar Guelleh, l'actuel président de Djibouti, réélu pour un 5e mandat avec 99% des suffrages, se garde bien d'ailleurs de fâcher Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Regardez, voici les bases militaires étrangères présentes dans la capitale, réputée pour être un vrai nid d'espions. La France tout d'abord, même moins influente qu'autrefois, est toujours bien présente. Avec plusieurs bases inter-armes, aériennes et navales, et environ 1450 hommes en permanence, c'est le premier contingent français en Afrique. La base de Djibouti est un maillon essentiel du dispositif opérationnel de l'armée française dans le monde, et regardez, sa zone d'intervention déborde les frontières du continent. Désormais pourtant, Paris n'est plus qu'un acteur parmi bien d'autres. Les États-Unis, pour commencer, ont installé en 2002 une base permanente dans le camp Lemonnier. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, George Bush a alors lancé sa guerre mondiale contre le terrorisme. Le territoire djiboutien offre aux Américains un poste de surveillance unique sur une région travaillée en profondeur par les réseaux djihadistes.
Environ 4000 Marines opèrent aujourd'hui contre les Chebabs somaliens en lutte contre le gouvernement de Mogadiscio et contre Al-Qaïda au Yémen. L'Union européenne, de son côté, a installé des soldats au sein de la base française et mène des opérations de lutte contre la piraterie moderne depuis 2008. C'est pour elle une nécessité vitale. 70% du trafic de containers rejoignant l'Europe passe en effet par Djibouti. Alors regardons à présent vers l'Est. Depuis 2 décennies, la Chine joue à Djibouti une carte maîtresse de sa stratégie africaine et mondiale. À coup d'investissements publics et privés et de grands travaux financés par des prêts en échange d'accès aux multiples ressources du continent, Pékin est devenu incontournable en Afrique. Et Djibouti est l'une des principales plaques tournantes de la nouvelle route maritime de la soie, le grand projet commercial et industriel planétaire de Xi Jinping. Pékin construit aussi des câbles sous-marins qui passent par la mer Rouge et a également un projet de câble de fibre optique reliant Djibouti au port de Gwadar au Pakistan. Et puis on l'a dit, la Chine a aussi implanté ici sa toute première base militaire à l'étranger, ce qui ne manque pas bien sûr de contrarier les États-Unis. À l'écart des bases occidentales, environ 400 soldats chinois y vivent en vase clos, avec pour mission de protéger les échanges commerciaux avec le continent africain. À quelques encablures de cette base, la gestion du port de containers de Doraleh a été retirée à une compagnie émirati pour être cédée à une entreprise chinoise, aux grandes dames des Émirats, très actifs dans la Corne de l'Afrique. Des Émirats qui investissent donc désormais dans le port voisin de Berbera au Somaliland, qui pourrait à terme concurrencer Djibouti comme débouché maritime de l'Éthiopie. Les investissements chinois tous azimuts, lignes de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba, immenses zones franches, pipelines, 2 aéroports, ont un prix, un endettement record qui équivaut à 45% du PIB djiboutien. Début 2023, frappé de plein fouet par la hausse des prix alimentaires, Djibouti a d'ailleurs décidé de suspendre ses remboursements au risque de déplaire à Pékin. Quoi qu'il en soit, la rente stratégique de Djibouti a encore de beaux jours devant elle. Arabie Saoudite, Turquie et demain l'Inde considèrent son territoire avec beaucoup d'intérêt. À la charnière entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, le Nigeria partage ses frontières avec le Bénin à l'ouest, le Niger au nord, le Tchad et le Cameroun à l'est. Au sud, sa façade maritime s'ouvre sur le golfe de Guinée. Son vaste territoire est traversé par le fleuve Niger et son principal affluent, la Benoué, qui irrigue les grandes plaines du centre du pays. Plus au nord, on trouve de hauts plateaux et des highlands montagneux. Le climat du Nigeria, clairement tropical au sud, est de plus en plus aride vers le nord sahélien. Le pays est une fédération de 36 États et sa capitale fédérale est Abuja depuis 1991. Avec 220 millions d'habitants, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Près d'1 Africain sur 6 est nigérian. En 2050, résultat d'une fécondité parmi les plus élevées de la planète, il pourrait être le numéro 3 mondial, juste derrière l'Inde et la Chine. Le Nigeria est aussi le pays le plus urbanisé du continent. Plus de la moitié de la population vit en ville ou dans un bidonville. Voici sur la carte les 17 villes de plus d'1 million d'habitants, dont Lagos, la plus peuplée, où nous allons nous arrêter un instant. Ici vivent 17 millions d'habitants. Lagos, capitale économique et culturelle du pays. Cette immense mégapole est un condensé du Nigeria, avec ses profondes inégalités entre quartiers riches, modernes et barricadés à l'est, et la très grande pauvreté des bidonvilles qui s'étendent à l'ouest et au nord. Lagos produit 1/4 du PIB nigérian et abrite en son cœur la plupart des industries, le centre d'affaires et la bourse, les start-up, un port de containers parmi les plus importants d'Afrique. Avec un projet de quartier futuriste construit sur une île artificielle, Eco Atlantic City, la ville a pour ambition de devenir le Dubaï de l'Afrique. Sauf que le quotidien y est synonyme d'embouteillages monstres, on l'a vu, d'innombrables coupures d'électricité et de pénurie d'essence. Trépidante et connectée, Lagos est également la capitale de la culture nigériane, la ville du cinéma africain, avec les milliers de films produits chaque année à Nollywood, 2% du PIB nigérian.
C'est aussi la ville de l'afrobeat de Fela Kuti et des rois de la pop africaine. Ou encore de la mode, des écrivains et des artistes. Lagos est aussi le centre rayonnant d'une mégalopole de ville littorale de quelques 100 millions d'habitants qui s'étend de Port Harcourt sur le delta du Niger à Accra au Ghana en passant par Porto Novo au Bénin et Lomé au Togo. Alors intéressons-nous à présent à la dimension pluriethnique du Nigeria. En effet, le pays abrite une très grande diversité de langues et de cultures, comme on le voit sur cette carte des principaux groupes linguistiques. Les plus nombreux sont les Haoussa, agriculteurs, commerçants et artisans musulmans du Nord, 25%. Puis viennent les Yoruba, 21%, des chrétiens des États du Sud. Les Igbo, 18%, sont également chrétiens, tandis que les 8% de pasteurs Peuls sont musulmans. L'islam domine dans la moitié nord du Nigeria. Et depuis 2000, 12 États du Nord ont décrété l'application de la charia, la loi islamique. La moitié sud, elle, est majoritairement chrétienne, même si elle compte aussi des communautés animistes. Les prêcheurs évangéliques, très populaires, concurrencent aujourd'hui les églises protestantes et catholiques. Alors pour comprendre la répartition entre chrétiens et musulmans, il faut remonter le temps et raconter brièvement l'histoire du Nigeria. Progressivement islamisé au Moyen-Âge, le nord du pays est ensuite dominé par les royaumes Haoussa. Puis au XIXe, le califat de Sokoto règne sur un vaste empire musulman. Au sud, depuis le XVe siècle, les navires portugais puis anglais débarquent sur la côte des esclaves pour acheter aux marchands Yoruba des captifs qu'ils iront revendre aux Amériques. Ils transportent également des missionnaires chrétiens qui se chargent d'évangéliser les populations du sud. En 1885, à la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne obtient un protectorat au Nigeria. Conquête puis colonisation britannique sont brutales. 1960, les luttes anticoloniales des Nigérians aboutissent à l'indépendance et les frontières actuelles sont fixées en 1961. Mais le pays demeure fracturé par des revendications séparatistes. De 1967 à 1970, la terrible guerre de sécession du Biafra fera 1 million de victimes et marquera profondément les Nigérians. Au cœur du système nigérian, carburant de la corruption et des inégalités, le pétrole. Grâce au pétrole du delta du Niger, le Nigeria est le premier producteur africain d'or noir. Il possède également les premières réserves en gaz et les deuxièmes en pétrole du continent, notamment offshore. Cette manne représente 80% des recettes de l'État. Cette richesse ne bénéficie pourtant que très peu aux populations du delta, qui vivent dans la pauvreté et meurent des émanations polluantes du pétrole. En effet, les oléoducs de Shell, Eni, Chevron, Total et consorts fuient de toutes parts et le raffinage illégal aggrave encore cette pollution. De plus, le Nigeria exporte son pétrole brut, notamment vers l'Inde, les Pays-Bas et l'Espagne, ce qui le rend totalement dépendant des cours mondiaux et l'oblige de plus à importer de l'essence raffinée à l'étranger au prix fort. Même si en 2023, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a inauguré la plus grande raffinerie du continent à côté de Lagos. Résultat, cette économie de rente pétrolière enrichit une élite au sud, mais ne permet pas un véritable développement économique diversifié du pays. L'indice de développement de l'ONU place ainsi le Nigeria, qui est pourtant un membre influent de l'OPEP, au 163e rang mondial sur 191. Dans les campagnes, la pauvreté est endémique. 40% des Nigérians vivent avec moins de 2 $ par jour, en particulier dans les États musulmans du Nord. Le Nigeria souffre également du réchauffement climatique. Le développement urbain et toujours plus de sécheresse au nord entraîne la multiplication des conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs dans le centre et le nord du pays. Autre fléau, le djihadisme au nord-est du pays. Depuis 2009, l'État de Borno est gangréné par le groupe Boko Haram et depuis 2016 par celui de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Des centaines de milliers de civils ont dû fuir. Ces groupes armés commettent meurtres, viols, attentats et enlèvements, en particulier dans les écoles qui symbolisent un savoir occidental détesté.
La répression par les militaires nigérians a fait par ailleurs de très nombreuses victimes civiles. Enfin, le Nigeria se situe dans une région politiquement instable. Les coups d'État se sont succédés en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et enfin au Niger, son voisin, tous exclus de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, tandis que les groupes armés terroristes ne cessent d'étendre leur emprise au Sahel, en particulier dans la région dite des Trois Frontières. Et pourtant, malgré toutes ces fragilités, le Nigeria reste un poids lourd du continent africain. Essayons de comprendre à présent quels sont ses atouts. Le pays domine par sa puissance démographique et économique ses voisins de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. Gendarme de la région grâce à sa puissante armée, il est intervenu dans de nombreux conflits, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Mali notamment. Abuja affiche également de grandes ambitions internationales. Économiques tout d'abord. Ainsi, un projet de gazoduc sur 5000 km doit relier le Nigeria au Maroc, puis à l'Europe, qui cherche de nouveaux fournisseurs dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un autre projet prévoit de traverser le Sahara et de gagner l'Algérie, toujours en vue de fournir le marché européen. Ambition géopolitique également. Le Nigeria souhaite intégrer le club des BRICS pour contrebalancer l'influence occidentale, américaine en particulier. Mais Abuja devra patienter, car en 2024, ce club va s'élargir, mais sans le Nigeria. Voilà. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux. Abonnez-vous, commentez et à bientôt.